Merci à vous d'être là. Nous sommes ravis avec Michel de vous accueillir. Michel, tu veux dire peut-être un petit bonjour? Bonjour, Michel Sarrat. Je suis dans la position à la fois gratifiante et en même temps inhéritée de témoigner pour illustrer ce que Arnaud va nous présenter. Juste un élément de contexte sur l'entreprise. Donc, GTL Solutions, l'entreprise que j'ai le bonheur de servir et de diriger, intervient dans le domaine du transport routier de marchandises. C'est-à-dire que nous prenons le dispositif transport de nos clients, qui sont essentiellement des grandes entreprises. L'entreprise a son activité principalement en France et nous comptons à peu près 2000 personnes. Et l'idée quand on a élaboré cette conférence atelier avec Michel, l'idée c'était plutôt que de faire une intervention d'une heure descendante, c'était de vous faire expérimenter quelques clés sur le domaine de la réinvention d'entreprise. Donc, pour les derniers qui sont arrivés, j'espère que vous avez pu vous connecter sur l'adresse bicast.live, puisque l'idée c'est qu'on va mettre un petit peu d'interactif. On vous propose aussi de démarrer cet atelier simplement en expérimentant. Une des clés, c'est d'être présent à soi, d'être connecté avec soi lorsqu'on est en intelligence collective. Et donc voilà, je vous propose de prendre une petite minute pour vous centrer. Donc je vous invite à peut-être fermer les yeux, sentir le dossier de votre chaise et vos pieds bien ancrés. À laisser s'envoler tout ce que vous avez fait avant, tout ce que vous allez faire après. À sentir votre respiration. Sentir votre expiration. Et puis, à votre vitesse, quand vous le sentirez, vous allez pouvoir partager avec votre voisin de droite pourquoi, quelle est la raison pour laquelle vous avez choisi de venir à cet atelier. C'est à vous. Vous pouvez revenir ici et maintenant et tranquillement partager avec votre voisin de droite la raison pour laquelle vous avez choisi de venir avec cet atelier. Bien. On va vous proposer en 4 temps notre intervention. D'abord, le
pourquoi nous réinventer notre intervention. Donc, réinventons notre entreprise, quels essentiels. Nous réinventer pourquoi. Deuxième étape, les premiers pas pour inspirer et engager. Troisième partie, co-construire, puisque c'est bien de démarrer et il faut durer. Et la quatrième partie, se laisser transformer par la transformation. Voilà, alors nous réinventer pourquoi. Aujourd'hui, toutes nos organisations ont en quête d'offrir une expérience incomparable à leurs clients, en quête de développer l'engagement. Si on en croit l'étude Gallup, seuls 10% des collaborateurs seraient engagés. Et on veut aussi attirer les talents, puisque j'interviens dans un certain nombre d'écoles, à Dauphine, Télécom, aux arts et métiers, et nos jeunes talents, ils ont du mal à aller en entreprise. Donc comment entrer dans des entreprises qui vont nous laisser la place d'innover, où on ne va pas nous dire mais tout est siloté, les process nous empêchent d'innover. Il faut également qu'on gère la responsabilité sociétale de l'entreprise, la raison d'être, le pourquoi on est là. Donc, toutes ces entreprises que nous citent Frédéric Laloux, Isaac Gates, Finette Nayar, dernièrement Michel Sarah, nous réinventons notre entreprise. Toutes ces entreprises, elles ont un point commun, c'est qu'elles sont passées en fait d'un modèle assez hiérarchique, siloté, vers un modèle qui est plus ouvert sur la relation, sur un fonctionnement de communauté en réseau, où les gens peuvent s'auto-organiser pour innover et faire différemment. Il ne s'agit plus de diriger la transformation, il s'agit de l'animer. Quel est le contexte? Là, on s'est placé côté entreprise. Quel est le contexte côté salarié? Côté salarié, aujourd'hui, j'en parlais avec attirer les jeunes talents dans les écoles. Aujourd'hui, le premier critère de réussite professionnelle, c'est devenu que ma vie pro me permette d'avoir un équilibre avec ma vie perso. Et ça devant la reconnaissance qui existe, qui est depuis des années devant la rémunération. Donc on est en réelle quête de sens, réussir sa vie. Aujourd'hui, à 94%, c'est avoir une vie de famille heureuse. Voilà, donc il faut oublier, en tant qu'entreprise ou employeur, se dire « je vais demander à mes gars de se défoncer le soir, le week-end ». Par contre, on a un super point d'accroche par rapport à ce que disent nos collaborateurs, c'est que 89% sont hyper pro, motivés pour porter des projets qui visent à améliorer notre société ou qui ont des valeurs, des projets porteurs de sens. On en reparlera tout à l'heure. Du coup, je vais laisser la place à Michel nous parler de pourquoi vous êtes réinventé et les premiers pas. Je vais essayer de parler sans micro. Si jamais certaines choses, c'est déjà parfois mon cas, du mal à m'entendre, je prendrai le micro. Vous connaissez sans doute l'expression « les emmerdements se volent en escadrille », expression que Jacques Chirac a contribué à populariser. Eh bien, je confirme en 2011, en l'espace de quelques mois, aux emmerdements traditionnels que l'on peut vivre en entreprise, c'est mauvais résultats, impayés chez les 3 de nos gros clients, plan social, se sont rajoutés des événements bien plus dramatiques, en ce sens qui touchaient à la santé de plusieurs d'entre nous. Nous sommes sortis de cette année 2011 éreintés, vraiment complètement lessivés, et nous avons pris le temps de nous poser la question quelles sont les fragilités qu'avaient révélées ces événements. Et nous en avons tiré 2 enseignements. Le premier, qu'il nous fallait revoir complètement notre organisation, très hiérarchique, trop centralisée, afin de redonner du pouvoir aux équipes opérationnelles sur le terrain. Et bien sûr, le second enseignement, prendre soin des collaborateurs. Passer d'un management basé sur l'obéissance et souvent la crainte à une dynamique qui, elle, repose beaucoup plus sur la confiance, la liberté et la responsabilité. Sans le savoir, en prenant au sérieux ces 2 enseignements, nous nous lancions dans la réinvention de notre entreprise. C'est-à-dire revisiter, re-questionner tout ce qui constitue le vivre et le travailler ensemble au sein de l'entreprise. Une de nos premières découvertes a été de réaliser
la puissance qui se déploie quand des dirigeants se donnent réellement les moyens d'écouter leurs collaborateurs. Quand la parole se libère dans une entreprise, les vrais problèmes peuvent apparaître. Et apparaissant, on peut enfin s'y attaquer pour les résoudre. Je vais vous partager 3 exemples rapides de comment nous nous y sommes pris pour libérer la parole. Première action a été d'inviter l'ensemble des salariés, à l'époque nous étions à peu près 1300 personnes, à venir parler d'entreprise, à venir parler de leur travail. Plus d'un salarié sur deux est venu un samedi, a cramé un samedi pour venir partager son vécu d'entreprise. J'ai eu le bonheur de participer à l'ensemble de ces réunions. Il y en a eu à peu près une dizaine entre l'automne 2012 et le printemps 2013. Volontairement, nous avions privilégié bien sûr l'expression des collaborateurs. Ainsi, j'ai parlé à peu près 10 minutes pour commencer à donner le sens de ce que nous voulions vivre. Et j'ai écouté pendant plus de 3 heures les échanges, les débats, les questions, les propositions. C'était passionnant. Mais plus que cela, nous avons réalisé que ce qui était au départ le projet d'une équipe de quelques personnes, l'équipe de direction, devenait... Nous avions la confirmation, en quelque sorte, une grande partie de l'entreprise non seulement y adhérer, mais souhaitait que nous engagions sur ce chemin. Ça a été comme un coup de booster à notre démarche. Un autre exemple, tout simple, le mythe du comité de direction. Vous savez, cette espèce de soviet suprême où toutes les décisions sont prises dans le secret. L'un d'entre nous a eu l'idée toute simple. Après chaque réunion mensuelle du comité de direction, de prendre un temps d'inviter. On appelle ça la réunion palier. C'est pas très original, tout simplement parce que ça se fait à un des paliers du bâtiment dans lequel nous sommes. D'inviter tous ceux qui le souhaitent, de prendre un moment de façon informelle, détendue, pour présenter les conclusions, le compte-rendu de ce que nous avons travaillé, décidé en réunion de direction. Et quand il y a des sujets confidentiels qu'on ne peut pas partager, on le dit tout simplement. Vous ne pouvez pas imaginer combien cette pratique toute simple a dégonflé Radio Moquette, Radio Couloir. Et l'un d'entre nous, à un moment donné, a dit, mais bon voilà, nous en profitons, c'est génial, et l'ensemble de l'entreprise, puisque nos collaborateurs sont répartis sur tout le territoire, comment pouvoir le partager? Et nous avons pris l'habitude de filmer ces réunions et de les diffuser sur notre réseau social interne, ce qui fait que toute personne qui veut y accéder peut y accéder. Troisième exemple, où nous avons déboulonné d'une certaine façon la statue du commandeur. Le commandeur, en l'occurrence, c'était notre DRH, David, 27 ans de maison, extrêmement compétent, reconnu par l'entreprise avec une autorité professionnelle réelle. Septembre 2013, je propose à David de renoncer à son poste de DRH afin de prendre en main l'innovation de l'entreprise. Et sans qu'il y ait un processus rationnel tout à fait conscient de ma part, je lui dis, il n'y aura plus de DRH d'entreprise. De fait, pendant 4 ans, nos services RH ont été animés par une équipe autonome qui s'est auto-organisée, une équipe de 4 personnes. C'est la personnalité de David et la maturité que je sentais chez ses collaborateurs proches qui m'ont sans doute conduit à cette invitation assez surprenante. Là encore, je n'imaginais pas combien elle allait nous amener à bouger, non seulement au niveau de l'innovation, mais aussi dans le fonctionnement de l'équipe direction et même de l'ensemble de l'entreprise. Voilà. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes dans la transformation. Puisque l'idée, c'est que, effectivement, cette conférence atelier soit un partage. Donc, vous pouvez, dès à présent, renseigner sur Bicast où est-ce que vous en êtes. C'est bon, vous arrivez tous à vous connecter. Il y a quelques petits votes. D'accord. Ah, ça, on en parle beaucoup, hein, de la transfo. On voit les premiers résultats.
n'a pas quelques-uns quand même qui ont... Sur la vision? Ah, je me disais. Donc allez-y, n'hésitez pas à voter. Je vous laisse encore quelques petites secondes, 10 secondes. Puis on va passer à la suite. C'est bon? Allez. Aujourd'hui, quelle est votre principale problématique, frustration, difficulté pour avancer dans la transformation? C'est à vous de jouer. Et l'idée, c'est que vous exprimiez cette difficulté sous la forme d'une question. À quelle question il faudrait que vous ayez la réponse pour pouvoir avancer? Si votre difficulté, c'est le manque de conviction, c'est comment faire pour que la direction, les managers aient plus de conviction. Voilà, quelle est votre principale problématique aujourd'hui? J'ai oublié de cliquer sur le bouton commencer, excusez-moi. C'est très bien. C'est très actif. On tiendra le timing. On est là. On relance et faut relancer la page. Voilà, c'est bon. Vous avez un plus en bas. Oui. Appuie sur le plus et là ça va. Oui, il y a un petit plus pour ajouter une nouvelle idée. Ok, donc là, on commence à avoir des petites questions qui s'affichent. Allez-y. Donc, pour chaque question, quand vous avez tapé votre question, il va vous demander de les classifier en 4 petites catégories. Est-ce que vous considérez que c'est plutôt un problème de dispo, un problème de volonté, ou un problème de ce qu'on appelle la bulle agile, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez commencé déjà à innover, mettre un petit service, et le problème, c'est comment faire pour passer à l'échelle, ou d'autres. Voilà, ça s'affiche. N'hésitez pas, si vous avez du mal à formuler la question, n'hésitez pas à intervenir. Essayez de formuler sous forme de question, hein, toujours. À quelle question vous avez besoin d'avoir la réponse? Donc, par exemple, pour former les managers, ils sont ceux qui vont accompagner la transformation. C'est comment former les managers sans telle problématique ou avec, dans tel contexte. L'idée, c'est que toute cette interaction soit aussi riche que tout le contenu qu'on pourrait bien pouvoir apporter avec Michel. Et donc là, on voit un des enseignements, c'est qu'effectivement, ça rejoint le premier sondage sur où vous en êtes dans la transformation. On était majoritairement, on en parle beaucoup. Et là, on voit qu'effectivement, on est plus sur des preuves de volonté. On va se laisser encore un tout petit temps pour noter vos dernières questions. Et puis après, on va passer au vote. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Vous allez avoir 5 points. Et vous allez pouvoir répartir ces 5 points sur les questions qui sont les plus importantes pour vous.
Donc vous pouvez mettre les 5 points sur votre question. En disant, ouais, voilà, de toute façon, il faut vraiment que j'ai la réponse à cette question, et puis il n'y en a pas d'autres qui m'intéressent. Ou sinon, vous vous apercevez que finalement, il y a d'autres questions qui font sens pour vous. Et donc, vous pouvez mettre 2 points sur une question. Vous pouvez ventiler ces 5 points comme vous voulez. Et ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle un forum ouvert. Je vais vous en dire quelques mots juste après. On est en train de faire le début d'un forum ouvert. C'est un forum ouvert digitalisé. Alors, encore quelques questions peut-être? Certains qui ont besoin du temps ou pas? Non? Est-ce que vous avez besoin de quelques secondes pour des questions? Non? Alors on va passer au vote. Voilà. Du coup, là maintenant vous pouvez voter pour... Toutes les questions sont rassemblées par grande catégorie, preuve d'expo, preuve de volonté, vue agile, autres. C'est à vous d'élire en fait la question qui est la plus importante à résoudre. Alors allez-y, hein, votez. Allez, on a 7 personnes qui ont voté, vous pouvez faire mieux. Allez-y. Oh là, 10 personnes. Ça s'emballe là. Ah, ton cadence infernale. Ah merde, j'ai cramé tout. Ça y est, moi j'ai cramé mes points. C'est cramé, c'est fait. C'est fait revenir en arrière. Allez, bim, vous allez voter. Il faut mettre plus que 5 points. Hein. Proposition d'amélioration. Oui, on dit la première fois qu'il y avait pas de points, il y a 0 points, il va tout en bas, il y a un point. Oh, c'est 100 balles, là. 115 points là. Alors 50 points. Michel me confie qu'on est dans une région où même les morts votent. Non, c'est encore ça. C'est pas loin. Bah, quand même. Traverser la mer. C'était pas loin. J'assume. Bien. C'est bon. Vous avez tous fait votre choix presque. Allez, encore quelques petites secondes. Donc ce principe de forum ouvert, en fait, c'est un des outils clés que vous pouvez utiliser pour démarrer votre transformation, pour faire avancer votre transformation. On peut même s'en servir pour piloter cette transformation. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est qu'en fait, on est en train de montrer que ceux qui ont la main, c'est les collaborateurs, et c'est tous ceux qui sont engagés qui vont vouloir participer. C'est eux qui sont au plus près des réalités du terrain, de l'opérationnel dans l'organisation. C'est eux qui voient quelles sont les principales problématiques et à quelles questions il faut répondre pour avancer. Donc on est complètement descendu
des stratosphères avec des transformations dirigées sur les grandes réalités. Il faut d'abord qu'on fasse ça, ça, ça. Non, on part sur vraiment les réalités. Ce forum ouvert, en fait, j'aime beaucoup cet outil, puisqu'on est très très pressé par les temps qui courent. Et cet outil, le gros bénéfice, c'est que c'est un outil 5 en 1. Donc on est toujours dans cette question, comment on peut se réinventer sans en avoir le temps. Et lui, il nous fait gagner du temps. Génial. Il prend, il permet d'élire les sujets les plus importants. Il va permettre de lâcher prise des autres sujets. C'est-à-dire qu'on a certaines personnes qui ont une question, qui disent « Ah oui, mais de toute façon, ça ne va pas, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc. » et qui sont là et qui n'arrêtent pas de ressasser. Et bien, le fait qu'on fasse un forum ouvert et qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont que 2 votes sur leur sujet, alors qu'il y a d'autres questions qui ont 15 votes, ça leur permet de tout de suite calmer leur ardeur. C'est un sujet qui permet, c'est un outil qui permet la co-construction pour avancer, puisque en fait, là, on co-construit les principales étapes, les principaux sujets sur lesquels il faut qu'on avance, les questions auxquelles il faut qu'on réponde dans l'ordre. Et on peut le refaire à chaque moment de la transformation. Et si on avait plus de temps, on avait prévu de dérouler sur 1h30, on aurait fait le forum ouvert en complet, et donc vous auriez à 5-6 personnes, en petits groupes auto-organisés, pris la question qui a le plus de sens, et vous auriez réfléchi pour répondre à cette question. Et donc du coup, le fait de réfléchir pour résoudre les problèmes que vous avez posés, vous mesurez l'ampleur de la tâche, et on quitte le traditionnel geste, chef, qu'est-ce qu'on fait? La direction, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Et on passe vraiment dans l'expérimentation, l'auto-organisation et l'intelligence collective. Voilà, donc super outil qui nous permet aussi d'avoir un peu de parler vrai. Après XX plan d'action, ça c'est du vécu, hein. Après XX plan d'action, XX séminaire, XX réunion, comment être sûr que celui-là sera suivi des faits? Boum. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive dans la transfo et on voit bien que les gens n'y croient pas du tout. C'est-à-dire que c'est bien là, tous ces ateliers, etc. Mais voilà, la première étape, c'est déjà comment vous pouvez nous garantir que tout ce qu'on fait, le temps qu'on est en train de perdre en atelier, le temps qu'on investit notre bonne volonté, ça ne va pas servir à rien. Un autre outil que j'aime beaucoup, qui est très utile après le déjeuner, parce que tous les ateliers après le déjeuner, les réunions, effectivement, c'est compliqué. Donc ça permet de libérer le rire, c'est le dessin. Et on peut poser des questions sur... ça permet de dire des choses qu'on n'oserait pas avec les mots. Donc simplement une question, comment nos clients nous perçoivent-ils? Et ça permet d'aligner tout le monde. On voit à côté qu'effectivement à gauche, on a quelques petits soucis de lisibilité sur notre organisation, les bénéfices qu'on apporte. Et à droite, il semble qu'on ait un petit problème de posture vis-à-vis du client. Voilà. On va passer à la troisième partie sur le co-construire en fait le moteur. Qu'est-ce qui va nous permettre de faire durer la transformation? Et avant d'écouter Michel, je fais juste un petit focus sur ce qui a été indiqué, mais on parle souvent de valeur et c'est une réalité sur ce qui ressort dans des séminaires quand on interroge effectivement les collaborateurs. Quel est votre moteur? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? C'est la relation que j'ai avec mes collègues, c'est la façon de partager, c'est le fait de réussir des projets, de prendre du plaisir au travail. Une étoile, qu'est-ce que je voudrais fêter à 1 an? Donc ça, c'est un autre outil que vous pouvez utiliser. Je voudrais fêter des projets collectifs, des réussites partagées, je l'ai dit, c'est vrai, c'est son petit séminaire. Et voilà, donc cette notion de valeur, je pense que Michel va en parler plus en détail. Valeur, d'identité. Bon. J'ai trouvé que déjà dans les retours, je ne connais pas encore le résultat du vote, nous ne connaissons pas encore le résultat du vote, mais il y a plusieurs items qui vraiment m'ont parlé, on rejoint notre expérience. J'aimerais vous partager un moment où nous avons travaillé sur le socle identitaire de l'entreprise, sa mission, les valeurs, l'ambition. Donc ça faisait à peu près 1 an, donc c'était l'automne 2013, un an et demi que nous étions lancés dans la transformation de l'entreprise.
nous avions vécu ces réunions de lancement qui ont été donc un moment fort de la démarche, et un groupe projet composé de cadres travailler sur, au fond, comment rendre plus lisible le projet de l'entreprise, comment le rendre plus lisible auprès des collaborateurs et aussi auprès des clients. La finalité de ce groupe, je vous la livre parce que ça traduit notre état d'esprit à ce moment-là. C'était donc de mobiliser le personnel sur un projet qui ait du sens. Donc des personnes engagées travaillaient dans ce groupe, avec vraiment beaucoup de conscience professionnelle, le projet avait réellement du sens, et pourtant, il y avait quelque chose qui me chiffonnait. Je sentais qu'on était en train de passer à côté de quelque chose d'important, voire d'essentiel. Je pense que ce que nous avions vécu dans ces réunions de lancement, avec une grande partie du personnel, dont on était en prise directe, m'a aidé à comprendre, une fois de plus, cette réflexion sur quelque chose de fondamental pour l'entreprise était menée uniquement par des cadres dirigeants. Nous étions en train d'expérimenter une fois de plus qu'il y a ceux qui savent et puis les autres. Et nous étions encore dans une représentation d'entreprise, non seulement verticale, mais bien sûr descendante. Lors de cela, avec l'équipe de direction, nous sommes retrouvés pour un séminaire et tout le monde a posé les choses sur la table. On dit, mais voilà, comment on fait? Est-ce qu'on continue à faire comme d'habitude ou est-ce qu'on prend, j'emploie le mot volontairement, le risque de vouloir travailler sur l'identité de l'entreprise avec un grand nombre de personnes dans l'entreprise? La seconde option. Et alors nous avons lancé une invitation à l'ensemble des personnes de l'entreprise. Qui c'est qui veut travailler là-dessus avec nous? Et il y a eu beaucoup de volontaires. Pour des raisons d'organisation et de permanence du service, nous avons dû nous limiter à 120 personnes. Et une fois de plus, nous avons dû nous réunir un samedi. Parce que c'est le seul moment où les personnes peuvent se rendre disponibles. Ça a été un pas vraiment important pour les membres de l'équipe de direction. Pour la première fois de l'entreprise, de façon tout à fait consciente et assumée, nous lancions encore une fois dans une aventure qu'on n'avait jamais expérimentée, de travailler donc, sur des éléments identitaires d'entreprise en temps réel et de façon collaborative, avec des outils peut-être que tu nous les présentes, Arnaud. Donc, on a mis beaucoup de soin à préparer cette réunion. Nous sommes retrouvés donc, le samedi 15 février 2014 dans un des hôtels à Orly. Vous pouvez imaginer, 8h du matin, février, Orly, une odeur de kérosène qui s'ouvre, vraiment c'était charmant. Et des personnes qui arrivaient de toute la France pour travailler là-dessus. Bien sûr, volontairement, nous avions privilégié, sur à peu près 120 personnes, 80 étaient conducteurs routiers, mécaniciens ou employés. Vous voyez, ce n'était pas une réunion d'encadrement, mais c'était vraiment des personnes représentatives de toute entreprise. La salle dans laquelle nous nous retrouvions n'était pas disposée comme celle-ci, c'était des tables rondes, l'histoire avec des boissons, des friandises dessus, de quoi écrire, un ordinateur. Vraiment, ça donnait une impression comme pour une noce, voyez. Et à chaque table, on demandait à l'un des convives de rendre le service, parce qu'on n'avait pas, vous voyez, en quelques années, l'évolution. L'outil collaboratif, ce n'était pas un smartphone, c'était encore un ordinateur. Et donc l'un d'entre eux, à chaque table, rentrait tous les items. Avec une façon de travailler, pendant toute la journée, une alternance entre échanges en petits groupes au sein de chaque table, où les personnes s'étaient retrouvées là de façon aléatoire, et bien sûr des échanges en salle, un peu ce que nous sommes en train d'expérimenter. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est une façon de travailler tout à fait habituelle maintenant. On a imaginé pour des conducteurs routiers et des mécaniciens de travailler comme ça, c'était vraiment nouveau. Et bien sûr, les résultats ont été extrêmement riches. Les personnes se sont impliquées bien sûr, avec beaucoup de sérieux, de bonne humeur, parfois des moments d'émotion très forts, notamment lorsqu'on travaillait sur les valeurs stratégiques pour soutenir donc, le développement d'entreprise. Une des valeurs qui est apparue avec beaucoup d'occurrences, il y avait une convergence, c'était l'innovation. Quelques mois plus tôt, en équipe de direction, nous avions pris la décision de mettre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de moyens sur l'innovation de l'entreprise. Ce jour-là, le fait de voir que le collectif que nous représentions, au fond, se retrouver sur cette valeur d'innovation, ça a été pour nous un encouragement absolument fabuleux. Le soir, donc nous sommes quittés, passablement fatigués, mais
extrêmement riche de tout ce qui avait été échangé dans la journée et avec une masse de données collectées très très importante. Vraiment, nous avions de quoi, vous voyez, ce qui était collecté pour travailler sur la mission, enfin, pour nous donner des éléments sur la mission d'entreprise, les valeurs et l'ambition. La matière était là. Après a commencé un travail bien sûr très ardu, et c'est souvent, une petite expérience que j'en ai, c'est souvent une étape très très difficile. Comment passer des informations collectées à quelque chose qui soit intelligible, qui ait du sens, qui soit fidèle à tout ce qui a été collecté, et en même temps transmissible de façon claire et synthétique. De nouveau, un petit groupe s'est constitué, pardon. De nouveau, des personnes issues de l'entreprise, bien sûr animées, guidées par quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de démarche. Et de là est sortie l'expression de notre mission, de nos valeurs et de l'ambition d'entreprise. Ça a été présenté aux actionnaires familiaux, présenté à l'équipe de direction, adopté tel que c'était produit, et après, bien sûr, on l'a partagé, travaillé avec l'ensemble de l'entreprise. Bien, je parlais des résultats. Donc, on voit les résultats de vos votes. En premier, comment développer la confiance, et ça tombe bien, c'était pile ce dont j'avais prévu de vous parler. Et former les managers, ils sont ceux qui vont accompagner la transformation, comment impliquer les salariés, la volonté chez les dirigeants de réellement changer. Voilà, donc les résultats de vos votes aujourd'hui qui représentent vos problématiques sur la transformation, les freins, je dirais qu'il y a deux niveaux, il y a des freins collectifs et des freins individuels à la transformation. Les freins collectifs à la transformation, on en a déjà pas mal parlé. Comment se réinventer, en gros, dans le rush, c'est l'injonction paradoxale, c'est le fait qu'on n'a pas le temps, quoi. Donc on est dans un modèle, souvent dans nos organisations, de croissance, compétitivité, pilotage par les chiffres. Et donc en fait, il faudrait prouver que notre transfo est rentable. Voilà, ça c'est le premier biais, c'est compliqué. Parce que on peut se transformer dans l'urgence, ça ne fonctionne pas. Dans l'histoire de la créativité, le Léonard de Vinci, la Renaissance, les siècles des Lumières, sont tous des gens qui ont innové, inventé, mais ils n'avaient pas besoin de croûter. Leur salaire n'était pas menacé. Ça, c'est le premier biais, et qui affecte énormément la confiance. Parce que du coup, si on se dit, est-ce que vous pouvez vous réinventer, mais le soir, ou entre midi et 2, on se dit, mais quelle est la volonté derrière, quoi? Est-ce que ça va être suivi, tout ce qu'on fait, quoi? À l'autre extrême, quand on a déjà bien avancé, qu'on a des projets, c'est comment garder la foi et l'énergie sur la durée. Le problème de la transfo, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur, justement. On change le modèle, donc on n'a plus un indicateur. On ne peut pas dire je suis à 25% de transfo, je suis à 65%. Voilà, au niveau engagement, autonomie, je suis à combien? Donc ça, c'est des questions. Et effectivement, la notion de moteur, ça va beaucoup aider. Et comment réinstaurer la confiance, c'est le sujet du milieu et qui touche le plus d'organisations. Là, vous voyez en fait en haut à gauche un indicateur de confiance qui est en 6 mois est passé de 2 sur 10 à 5 sur 10. Mais ça paraît faible. Quelle est votre confiance sur la capacité de l'organisation à se réinventer? Les gens en séminaire, alors qu'ils sortent sur une super motivation, ils me disent 2 sur 10. Voilà. Et 6 mois après, on est passé à 5 sur 10 parce qu'il y a eu des petits projets, parce qu'il y a eu des petites actions concrètes qui sont venues modifier des petites choses dans le quotidien, mais sans que ça soit déployé à l'échelle. Et je crois que c'est une erreur qu'on fait. Souvent, on pense que voilà, on a fait un séminaire, on a fait un atelier, c'est génial, tout le monde est motivé, tout le monde veut y aller, il y a plein d'autres idées. Le problème, c'est que tout le monde revient dans sa lessiveuse, dans son quotidien. Si on ne prévoit pas un couloir, une fenêtre de passage avec du temps développé pour, c'est compliqué, quoi. Également, quand on a des bonnes idées au séminaire en disant bah, tiens, il faut qu'on partage plus sur nos façons de faire, on pourrait faire juste une fiche de retour d'expérience puis on la partage. Juste pour une simple petite fiche de retour d'expérience, poum, on se retrouve bloqué par la direction de la communication qui dit bah, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et ça serait bien qu'on le voit avant, il faudrait qu'on le valide, etc. Et vous prenez 3 semaines dans la vue. Donc en fait, la moindre innovation, nouveauté, il faut se battre avec le petit crocodile des changements, des habitudes, des processus.
Voilà, et souvent on demande de la coopération, la direction nous demande de travailler sur de la coopération, mais on ne peut pas faire de coopération s'il n'y a pas de confiance. Si les gens n'ont pas la confiance que les choses peuvent changer dans l'organisation, que les comportements peuvent changer, on va rester dans des cultures de comportements individualistes, alors qu'on veut à la cible aller vers les comportements collectifs. La confiance, c'est nécessaire. La solution par rapport à ça, c'est effectivement de mobiliser sur des projets porteurs de sens et concrets, opérationnels, qui s'ancrent dans le quotidien. Pour rendre acteur, développer l'expérimentation, inscrire le sens au quotidien. Voilà. Du coup, ça c'est les freins collectifs. Et on va passer maintenant à la partie qui gratte, qui risque de vous gratter, c'est les freins individuels. C'est quelle est ma part, en fait, dans se laisser transformer, quelle est ma part sur laquelle j'ai besoin d'avancer. Premier point, c'est je ne suis pas la bonne personne. Je suis PDG, finalement, je ne peux pas parce que mes actionnaires ne sont pas totalement ouverts à la démarche. Je fais partie du CODIR, et je ne sais pas si mon président il est vraiment ouvert pour. Je suis manager, ça dépend au-dessus. Je suis collaborateur, non. Et pourtant, l'histoire dit que à n'importe quel niveau, on a réussi à propulser la transformation. Si on prend le collaborateur, chez Harley-Davidson, c'est celui qui a l'idée du club de motards, et finalement, ça a aidé à faire bouger l'entreprise. Chez GRDF, il y a un collaborateur qui a envoyé une BD sur l'holacratie à son DSI, et puis pouf, toute la DSI, 130 personnes, fonctionne sur l'holacratie. Chez Airbus, c'est un manager qui, en discutant au café avec d'autres managers, s'est dit tiens, on pourrait faire, pourquoi on ne fait pas bouger? Et ils ont fait leur bulle. Voilà. Donc, bien sûr, il faut une impulsion du dirigeant, et complètement en phase avec Frédéric Laloux, Lisa Haguet, ça suit en disant on ne peut pas avancer si le dirigeant est contre, mais ça ne suffit pas. On a trop d'exemples où la direction, le comité de direction est OK, et en pratique, ça ne suit pas. Le deuxième, c'est que le fait de passer du monde du comment au monde du pourquoi, finalement, on passe du monde du connu à l'inconnu. C'est-à-dire qu'avant, on a des stratégies, des indicateurs, et on va vers de l'émergence, du flou, voire du chaos. On a des process, des méthodes, et là, il faut aller vers l'expérimentation, des prototypes, de l'itération. Et tout ce qu'on nous a appris à l'école, dans les formations de managers, c'est au contraire qu'il faut absolument être rationnel, prédire, analyser. Et on est même, si on pousse à l'extrême, on a des croyances, je dois organiser, on vous explique que vous devez organiser, anticiper pour eux. Or, dans ce modèle, c'est plus ça. C'est celui qui fait, qui sait le mieux comment s'organiser. Donc ça veut dire que personnellement, on doit revoir ses croyances, finalement. Donc là, je vous donne d'autres exemples. L'idée, c'est que je vais vous emmener sur Bicast. Et ça va être moins drôle. Non, vous êtes allé trop vite. Pardon. Je vais prendre la photo, mais c'est pas grave, ce sera. Allez. Merci, c'est super. Donc sur Bicast, vous pouvez, je vais commencer l'activité, je vous laisse reprendre la photo, excusez-moi. Je commence juste l'activité, je vous invite à répondre en fait sur Bicast. Quels sont les capacités dont je suis le plus fier? Voilà. Quelles sont les capacités dont je suis le plus fier? Je vous laisse vous connecter dessus. Sur quoi je dois le plus progresser? Sur quel axe je dois le plus progresser? Donc tous ces axes, effectivement, il y a le fait de croire dans ce nouveau modèle, il y a le fait est-ce que j'inspire confiance, est-ce que je montre l'exemple, est-ce que j'ose, est-ce que j'accorde du temps à moi, à mes collaborateurs sur la transfo, est-ce que notre pourquoi est clair et partagé par tous, c'est ce qui permet d'impulser le changement, co-construire le moteur, est-ce que je sais entendre la critique? Dans certaines organisations, on parle de management pastèque. En fait, quand on fait des états, des débriefs,
il faut toujours parler du vert. La pastèque, c'est vert à l'extérieur. Et c'est rouge à l'intérieur. Donc le management pastèque, c'est le management œillère, c'est-à-dire qu'on ne parle que de ce qui va. Qu'est-ce que je sais en temps de la critique? Qu'est-ce que je dois faire évoluer dans ma façon de faire? Et quel objectif je peux me fixer? Vous réfléchissez. Voilà sur quel point vous devez le plus vous faire bouger les choses. Quel objectif vous pourriez vous fixer? Voilà, donc là, les petits résultats qu'on pourra regarder tout à l'heure. On va enchaîner tout de suite. Maintenant, c'est par rapport à votre objectif, à combien j'y crois? À combien je crois que je peux atteindre cet objectif? Voilà, vous notez de 1 à 6. La deuxième question, pourquoi est-ce que j'ai pas mis 6? C'est là où c'est pas. Sur quoi j'ai le plus de doutes? Pourquoi? Et vous enchaînez 3 fois les pourquoi sur vos réponses précédentes. Voilà. On n'a pas ça, c'est du coaching. On n'a pas la prétention que tous vous le fassiez comme ça en 2-3 minutes. Hein. Débranchez le mental, spontanément, essayez de vous prêter à l'exercice. Vous pourrez reprendre tout ce protocole chez vous à tête reposée. Et quand vous mettez le temps ou la confiance, est-ce que vous pouvez détailler en plus? Pourquoi? Pourquoi le temps? Pourquoi c'est un problème? Un exemple de croyance limitante, c'est parce que les clients ne peuvent pas attendre. Donc si j'ai parce que les clients ne peuvent pas attendre, effectivement, je n'arrive jamais à débrancher la prise. Poser des questions ou... Et, pardon? On peut poser des questions autrement que sur le digital? Ah oui. Oui, alors ce qu'on va faire en fait, c'est que tout de suite, Michel, justement, ça serait intéressant d'avoir lui à son niveau, qu'est-ce qui a été le plus challengeant dans la transformation? Est-ce que tu peux nous faire un retour sur voilà, qu'est-ce qui a été dans se laisser transformer? Excusez-moi, je parlais de la salle, poser des questions. Oui, justement. Vous auto-alimenter en question, c'est sympa aussi, mais pas très participatif. Allez-y, oui. Je vous passe le micro. Non, je n'ai pas besoin. Oui, allez-y, oui, bien sûr. Nous, notre question aujourd'hui, c'est, on est exactement entre les deux mondes, entre l'ancien monde et celui qu'on recherche, qu'on poursuit. Et la question, c'est comment on fait cette transition? Parce que pendant qu'on est à la poursuite du nouveau monde, il faut toujours continuer à faire tourner l'ancien. Parce qu'on parlait des clients, et les clients, ils sont là, il faut les servir. Donc, de par votre expérience, comment vous avez vécu, puisque vous avez vécu cette transition, comment vous avez géré ça et comment l'ensemble de l'entreprise a pu le gérer? La seule réponse à peu près sensée et réaliste que j'ai entendue, c'est celle que s'appelle le patron de famille, Jean-François Zombis, dit démerde-toi. Sincèrement, ça fait quelques années, donc nous sommes engagés sur ce chemin de transformation. Je crois que
plus je vais, plus ça appelle à la modestie. Vous savez, il y a l'expression entreprise libérée. Bon, vraiment, là aussi, plus je vais, plus je pense que c'est un long chemin vers la liberté. Si on veut garder cette image, c'est vraiment un processus, une démarche. Et je pense que être en démarche est soi-même une réponse. Et je crois que c'est vraiment à chaque entreprise, c'est ma condition, Arnaud a plus d'expérience que moi d'accompagnement d'entreprise, mais de ce que nous vivons, c'est vraiment chaque entreprise, et même au sein de chaque entreprise, chaque service, chaque filiale qui a son propre chemin. Le rythme est différent, les modalités, c'est là où l'accompagnement est essentiel, les modalités sont différentes. L'important, pour moi, c'est d'être en chemin. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Qu'est-ce qui a été le plus dur, le plus challengeant, justement, au niveau de la transfo, personnellement? Alors, en combien d'heures combien il nous reste? Une phrase. Il nous reste 8 minutes. Le paradoxe de ces démarches, c'est que c'est vraiment le dirigeant, le patron, le directeur général, le leader, qui est impulsant. Ça peut être la tête d'un service, mais en tout cas, quand on est dans une boutique. Et en même temps, je suis la principale limite à la transformation d'entreprise. Et je voudrais juste vous donner... mon épouse Béatrice est là, elle peut témoigner combien je suis lourd à remuer et à faire bouger. Il m'a fallu vraiment un peu des coups de boutoir pour que j'accepte de lâcher prise à certains moments. Dans les coups de boutoir, je parlais de l'année 2011, sans rentrer dans le détail de tout ce qui vous a touché, juste en quelques mots. Un de nos directeurs de filiale nous a quittés épuisés, parce qu'épuisé par son boulot. 3 semaines après, un de ses collègues fait un infarctus grave. Quelques mois après, notre directeur technique est décédé à la suite d'un long cancer, le 28 mai. Le 25 mai, mon frère Eric, avec qui nous dirigeons l'entreprise, apprenait qu'il avait lui-même un cancer. Fin juin, notre directeur financier faisait un AVC. Quand je disais qu'on était sorti de cette période éreintée, c'était vraiment profondément. Et 2012, on est reparti, c'est là où je vous ai fait part de ce questionnement, mais vous voyez un peu combien on avait été secoués. Et au cours d'été 2012, de façon tout à fait inattendue, j'ai vécu une expérience spirituelle forte. Bon, ce genre de choses, c'est très difficile à raconter, à transmettre, mais ce qui en est sorti pour moi, c'est beaucoup de paix et une ouverture à la confiance. Et qu'est-ce qui s'est joué là? Je pense que jusqu'alors, j'étais beaucoup dans la maîtrise de ce que je connaissais, dans ma posture de dirigeant, c'est-à-dire continuer en m'appuyant sur ce qui m'avait permis de réussir jusque-là. Au cours de l'année 2011, j'ai été confronté à la détresse, au désarroi, à la souffrance de personnes très proches. Moi-même, j'ai contacté ma propre vulnérabilité, mes limites. Et je pense que dans cette expérience spirituelle, enfin, j'ai consenti à ne pas tout maîtriser et à m'ouvrir à la confiance. Et là, bon, je ne savais pas à ce moment-là, mais dans ce moment où l'entreprise, dans cette période où l'entreprise se lançait dans sa propre transformation, vraiment, quelque part, c'est une chance. Parce que la transformation, bien sûr, comme je le disais à l'instant, et Arnaud nous le montre magnifiquement, il faut être accompagné, il faut des outils, il faut travailler sur les process, sur les pratiques. Et en même temps, ça appelle chacun d'entre nous à se laisser transformer. Et bien sûr, à commencer par le dirigeant. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui, je le vis comme une chance, une étape de ma vie très importante, le fait d'avoir été bousculé dans mes fondements. Vraiment, au fond, ça permet aux personnes de l'entreprise de dire, tiens, mais celui-ci, il n'est pas au-dessus, c'est pas lui qui nous dit ce qu'il faut faire, mais sans doute parce qu'il a fait un bout de chemin, je peux m'appuyer sur lui pour faire mon propre chemin. On peut enchaîner. Sur cet exercice sur les croyances, en fait, c'est pas terminé. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a mis à jour notre croyance limitante? Par exemple, les clients ne peuvent pas attendre. Quelle évidence, donc quelle est la croyance limitante que je viens de mettre à jour? Les clients ne peuvent pas attendre. Quelle évidence factuelle prouve cela? Ils me demandent tout le temps, etc. Et en même temps,
là vous travaillez un peu en questionnement, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des fois où de toute façon vous ne pouvez pas répondre? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où de toute façon, matériellement, ils sont obligés d'attendre? Voilà. Pourquoi, pour vous laisser transformer, vous ne pourriez pas faire en sorte que là, ils vous laissent attendre? Est-ce que vous avez jamais vu le contre-exemple? Donc là, évidemment, vous commencez à douter de cette croyance. Qu'est-ce qui va se passer pour moi si je continue à avoir ce genre de croyance dans 6 mois, dans 2 ans? Si je continue à croire que les clients ne peuvent pas attendre. Voilà, je ne vais pas bouger, et puis derrière, ça ne va pas bouger non plus en cadence. Qu'est-ce qu'il faudrait que je pense pour m'aider à réussir mon objectif? Croyance ressource. Donc c'est là où il faut que j'essaye de transformer cette espèce de poids en quelque chose, en des ailes, quelque chose qui m'aide, qui me porte. Donc là, pour l'exemple que j'ai pris, ça pourrait être les clients peuvent m'aider à transformer mon entreprise. Si je sais leur parler de ce qu'on est en train de vivre, du fait qu'on va mieux les servir, qu'on va co-construire des choses, qu'on va être en partenariat, etc., que je leur dis qu'aujourd'hui tout n'est pas rose, qu'on est en train de changer ça, etc., ça peut les intéresser, ça peut les motiver par le sens. C'est tout la consommation responsable. C'est un exemple. Qu'est-ce qui va... Voilà, donc il y a des réponses en même temps, très bien. Que faudrait-il que je pense pour m'aider à réussir mon objectif? Donc là, j'ai mis... Attendez, je suis passé à les outils digitaux, je ne suis pas encore au top. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je pense? Et puis cette croyance, maintenant, il faut l'ancrer dans le quotidien. Donc, quelle première action je vais faire? Eh ben, je vais convoquer tel client et je vais lui parler de la transformation et que j'aimerais qu'il m'aide, par exemple. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de faire le point, on sait qu'on n'est pas bon vis-à-vis de lui au niveau service client. Et donc il y a déjà des organisations qui ont fait ça, où ils invitent leurs clients au séminaire, et vous, ça permet de donner une classe magistrale à toutes les équipes, en disant « Ah bah oui, tiens, c'est ça qui guide nous. » Voilà. Et nous avons le top d'arrêt. Vos questions rapidement. Confiance, et que si c'était on va changer mais c'est entre midi et 2 le soir, on ne peut pas vraiment. Et en même temps, vous aviez sollicité vos collaborateurs le samedi. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire ce premier pas, quoi? Excuse-moi, j'ai noté. En fait, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est l'idée, surtout, du midi ou du soir. Pour l'entreprise de Michel, ça convient. En fait, elle est très déployée sur le territoire. En fait, les gens ne se voient jamais. Ils sont tout le temps sur la route, etc. Donc, en fait, le seul créneau de libre, en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est le samedi. Mais la plupart des organisations, c'est pas le cas. J'entends, mais moi, c'est pas, je crois. Et je me dis... donc, il faut le faire. Donc, il faut le faire le week-end, ça marche très bien. Comment est-ce que vous avez fait pour que les gens viennent le samedi, quoi? Enfin, on en fait d'autres exemples où ça y est, on va se transformer, puis ça rate, ça avance jamais. Quel a été le déclencheur? Ou est-ce que les premières réunions, il n'y a pas grand monde et puis après les gens, il y a des bouches à oreille? Notre entreprise a à peu près 70 ans. Et Dieu merci, il y avait des lourdeurs, il y avait donc cette vision qui est classique, assez hiérarchique, centralisée, mais heureusement, il y avait déjà un niveau de confiance dans l'entreprise, historiquement, si vous voulez, qui fait que cette invitation n'est pas tombée à plat. Après, finalement, encore une fois, c'est la réalité de chacune de nos organisations. On aura plaisir pour en parler. Mais... Non, justement, c'est une bonne question. Une autre question à lui? Oui. Ah oui. On est en train de hacker l'organisation. Oh, excusez-moi. Mon épouse préférée me dit, mais la suite est dans mon livre. Madame est commerciale, non? Oui, j'en profite puisque j'ai l'honneur, la grande joie que la personne qui a préfacé mon livre est ici parmi nous, c'est Bertrand Ballarami de Michelin, qui intervient à 11h tout à l'heure. Je n'ai absolument pas l'intention de faire ça. Bonjour. Est-ce
que vous avez mis un accompagnement en place pour aider cette transformation et sous quelle forme? Oui, ça c'est fondamental. Fondamental. À tous les niveaux d'entreprise, à niveau le plus difficile, donc le patron, et ensuite on a beaucoup consacré d'énergie à l'accompagnement des cadres. Sous quelle forme? Dans le livre, il y a pas mal de pages là-dessus. Avec plaisir pour en parler, mais c'est multiple. Vous avez fait appel à des coachs, vous avez fait appel à des bien sûr. Voilà, je trouve qu'Arnaud nous a donné un magnifique exemple de tous les sujets qu'il faut adresser. Mais profondément, c'est permettre, notamment au cadre, j'insiste, de vivre le changement. Ce n'est pas uniquement d'ordre cognitif, cérébral, mais c'est vraiment au niveau des tripes. Un des compagnons d'entreprise très proche, les premières années, il était dans la compréhension intellectuelle de la démarche et il y adhérait réellement, sincèrement. Mais au niveau émotionnel, il y avait des choses qui étaient bloquées, si vous voulez, entre la dimension émotionnelle et la dimension intellectuelle. Et ce qui fait qu'il nous a fait des catastrophes. Bon, il en témoigne lui-même, hein, donc certains d'entre nous dans la salle le connaissent bien. Et un jour, enfin, il est passé, si vous voulez, de la compréhension intellectuelle au vécu, et notamment d'aller voir ses propres peurs. Ce que tu nous as montré, Arnaud. C'est dur avec la musique d'ambiance, on peut inciter à danser. Une question d'exposition quand on démarre la transformation, c'est est-ce que ça va marcher avec tout le monde ou est-ce qu'il va falloir se séparer quelqu'un parce qu'on peut le faire, mais des fois on ne sait pas si c'est apprendre, s'il faut continuer à accompagner. Là aussi, Arnaud va répondre, mais non au totalitarisme. Le paradoxe de ces démarches, c'est que tout le monde doit se transformer. Je pense que la première chose, c'est de respecter les personnes de l'entreprise. Et une structure se transforme, au fond, il y a cette image du corps vivant qu'est l'entreprise. Et dans un corps vivant, il y a des cellules qui sont en pleine forme, des cellules qui sont moins en forme, des cellules qui vont vite dans les révolutions, d'autres cellules qui vont moins lentement. Il faut vraiment respecter, à mon sens, hein, cette pluralité. D'autres questions? Est-ce que vous avez eu... Est-ce que vous avez parlé des cadres, est-ce que vous avez eu une attention particulière pour les managers opérationnels? Oui, quand je parle encadrement... Quand je parle encadrement dans notre boutique, ce sont essentiellement des managers opérationnels. On a peu de services support ou de recherche ou autre. C'est beaucoup, oui, bien sûr, fondamentalement. Ouais. Donc oui, regardez, là, on a... Tenez. Un support visuel. Bonjour, je suis Viviane Morel. Je suis facilitatrice graphique et facilitatrice aussi. Donc j'ai capturé la conférence ce matin. C'est pour vous. Pas pour vous. Pour vous. Vous pouvez me prendre en photo. Après, je vais me déplacer, je vais le mettre au niveau jardin, je pense que ça. Non, au niveau 1. On a tout un stand pour faire découvrir ce que c'est que la facilitation graphique, parce que c'est pas que la capture graphique. Venez nous voir. Merci. Avant que tout le monde ne parte, un grand merci à vous pour votre participation active. Et une bonne journée. À très vite sur le contact. Merci à vous.